Bon, bah écoutez, bienvenue sur ce live manga numéro 79, on va y arriver. Bienvenue sur le live manga numéro 79 où on va parler des nouveautés du mois de février. Nouveautés de février, comme je le disais, le mois de février, c'est un des mois qui est les plus creux en termes d'actualité sur le manga. On a quand même des nouveautés, mais c'est pas forcément un mois où on attend de gros titres, hein, faut dire ce qui est. Et pour cause, du coup, bah, de mon côté, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris 4 nouveautés, mais ça fait un peu montagne russe en termes d'impression sur les titres. Il y a du très très bon, comme vraiment il y a du pas ouf du tout. Voilà. On va en parler par la suite. Ma sélection, du coup, de ce mois-ci, j'ai sélectionné 4 titres comme d'habitude. Pour les nouveautés, premier titre que je vais vous parler, c'est The Regalia of the Underdog aux éditions Glénat. Ensuite, il y aura Jonah au pays des pommes aux éditions du Lézard Noir. On aura également La Guilde Marchande de Pandémonia, également aux éditions Glénat. Et on terminera par Développeur, bienvenue dans le marécage de la création aux éditions Mana Books. Avez-vous vu passer un de ces titres Si oui, n'hésitez pas à me dire dans les messages ou dans les commentaires si vous avez vu passer un de ces titres. Je suis toujours curieux d'avoir vos retours sur les nouveautés. Pour ma part, un titre que j'attendais énormément, c'était Jonah au pays des pommes. On va en parler juste après. Mais ça reste... Enfin, Harare Matsumoshi, c'est l'autrice qui a fait Le vendeur du magasin de vélo. Voilà, donc que j'ai beaucoup aimé aux éditions du Lézard Noir. Aucun déjà bah écoute. Certains en librairie, mais j'en ai acheté aucun. Ça marche. Bah écoutez, on va pouvoir en profiter pour en parler du coup. Salut Fléau, bonsoir et aucun pour moi. Bah écoute. Et Fléau qui s'est fait également subgift, je crois, par Stex. Je crois que c'est ça. Oui, exactement. Stex qui a fait beaucoup d'heureux ainsi que Doc ce soir. Donc je vais pouvoir commencer tranquillement. Aucun pour moi aussi. Ok, ça va. Bon, disons qu'on est... C'est rare que du coup je sélectionne des titres que vous ne connaissez pas du tout. Alors que vous avez vu, mais vite fait quoi. Je suis content dans un sens. Voilà, je suis content dans un sens. Donc je vais commencer par The Regalia of the Underdog aux éditions Glénat. Un titre du coup qui est paru, bon il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il est paru au début du mois de février. Juste pour information, Shinachiku, c'est un auteur qui a été assistant du mangaka de My Hero Academia. Donc on est sur quand même quelqu'un qui a l'habitude. Voilà, qui a l'habitude. Le mois de mars, j'ai plus de nouveautés qui m'intéressent, mais février, c'était assez pauvre. Exactement. Moi, ça va être comme toi, Doc. En mars, il y aura plus d'actualités qui m'intéressera. Mais c'est vrai que février, c'est toujours un mois un peu le faiblard, voilà, à traiter. Ça ressemble un petit peu à nos mois d'août, en général, voilà. Et du coup, on a le premier tome qui est paru. La série est en cours avec 2 tomes au Japon. Pas grand chose à dire de plus sur le mangaka, comme je disais, il a été assistant de Horikoshi, donc le mangaka de MHA. Et concernant l'histoire, alors je vous préviens tout de suite, je vais pas y aller par 36 chemins. C'est le titre que j'ai le moins apprécié, voilà, de ma sélection. J'ai été curieux de voir ce que pouvait nous proposer l'assistant du mangaka de MHA. J'étais en mode why not. On est sur de l'anti-héros, donc on est sur un personnage qui est un fils de noble, qui s'appelle, en plus, qui a un nom vraiment à coucher par terre, il s'appelle Tarte, mais je crois que son nom de famille c'est Tarte aux poires, un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça n'a pas... Oui, je crois que c'est ça, Tarte aux poires à la pomme, un truc comme ça. Ça n'a pas de sens. Vraiment, le mec s'appelle Tarte, parce que t'as juste envie de le tarter, hein. Vraiment, c'est... Il est insupportable, ce personnage. Et Tarte, du coup, c'est il est dans une école de magie, il y a un petit peu de magie dans ce monde. C'est un mec qui est vraiment très compétent, il est vraiment très fort, mais il se la pète énormément parce que c'est le fils d'un noble qui est super riche. Et du coup, bah, comme c'est le fils à papa, c'est vraiment le fils à papa, bah, il se permet d'être absolument ignoble avec tout son entourage. Donc pas pour rien qu'on a envie de le tarter en même temps, voilà. Lui-même se dit que c'est un héros, c'est forcément lui le futur roi. De toute façon, tout est fait en sorte pour que il devienne le futur roi, voilà. Enfin, un personnage avec un nom que j'arriverai à retenir. Ah ouais, là j'avoue que le tarte aux poires, il était quand même assez recherché, hein. Faut le vouloir.
Et voilà, typiquement en train de piétiner les autres camarades de sa classe, il est tout seul, mais bah, il se dit c'est bon, de toute façon je suis un guerrier d'élite, je vais forcément y arriver. L'histoire commence avec un duel contre un jeune de sa classe qui justement bah il va l'éclater en duel à l'épée, donc il est en mode bah c'est bon, vous êtes tous des larves, de toute façon restez à votre place, tous des roturiers que vous êtes. Sauf que rapidement, ce petit roturier qu'il a réussi à battre en duel, en fait, c'est quelqu'un qui vient du peuple, déjà, et qui, deuxièmement, bon, qui s'appelle Figo, bah, en fait, Yattart, il a mis en place des choses pour son avenir, sauf qu'il a pas pensé à un truc. C'est que, bah, le roturier du peuple, il va peut-être pouvoir être ingénieux, au lieu de ne pas pouvoir maîtriser la magie et ne pas manier l'escrime, comme tous les nobles entre guillemets. Et bah du coup Figo, lui, il est plutôt comment dire, ingénieur, mécano. Et en fait, il va se rendre compte que Figo, il est en mode bah on peut refaire un duel. Et il dit bon de toute façon je vais t'éclater, y a pas de souci. Et Figo là, il te sort un marteau méchant, la tête du marteau quoi. Marteau à vapeur avec des boutons, enfin avec pour pouvoir faire des impulsions. Et il va éclater Tarte en duel. Donc Tarte, dans son ego, va prendre très très cher. Il rentre à la maison, ils sont pas dit ah, ça s'est bien passé aujourd'hui, n'hésite pas, s'il y en a un qui t'embête, on lui réglera son compte. Et là, il est en mode non, ça va, ça s'est bien passé quoi. Et dans la nuit, il se barre de chez lui et en gros, il commence à faire un petit peu, il se dit bah. Je sens que. Enfin, il se fait remonter d'ailleurs les bretelles par un de ses profs et son prof lui dit de toute façon, t'as jamais rien fait par toi-même, on t'a toujours tout créé pour toi. Donc c'est assez violent hein, du coup. Et il relativise beaucoup, il est en mode vas-y bah faut que je fasse des choses par moi-même. Et du coup il part à l'aventure. Sauf que vous doutez bien qu'un fils de noble qui va arriver en plein milieu avec d'autres aventuriers, bah forcément ça va pas forcément bien se passer. Ça va essayer de constituer un groupe, essayer de rejoindre des groupes d'aventuriers, etc. Il va se confronter à la réalité du peuple. Et c'est là à peu près que se termine le tome. Moi, pourquoi je l'ai pas trop aimé ce titre-là? Déjà, le personnage principal, bah en fait, j'ai juste pas envie de le voir. C'est compliqué quand t'as un personnage principal que t'as pas envie de voir. J'aime beaucoup le personnage secondaire de Figo, du coup, qui est un petit peu le héros en devenir. Lui, Tarte, c'est vraiment le anti-héros par excellence. Enfin, je m'entends, même pas c'est un anti-héros, c'est. Oui, enfin, ça peut être un anti-héros en soi. Mais c'est pas possible, quoi. Le perso, il est insupportable. Il est complètement imbu de lui-même. Et même quand il se calme un peu, bah ça chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Donc, non, là-dessus, ça l'a pas fait. Le dessin est chouette. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire. C'est chouette. Voilà. Il n'y a pas de folie. Donc c'est pour ça que malgré voilà certaines bouilles par moment et un travail de trad qui est quand même bien fichu chez Glénat, dans l'ensemble, moi c'est un titre que je vais complètement passer pour la suite et il a été plutôt mal reçu dans l'ensemble. Il a du mal à avoir la moyenne sur plusieurs sites de référencement. Donc à partir de là, c'est que bah on sait où on va quoi. Donc voilà pour le premier titre. Second titre, alors là par contre c'est un gros coup de cœur pour ma part. Je vais vous parler de Jonah au pays des pommes aux éditions du Lézard Noir. Alors, comme je disais, Jonah au pays des pommes a été fait par une mangaka qui s'appelle Matsumushi Harare. Cette mangaka, c'est la mangaka qui a fait Le vendeur du magasin de vélo. Et je sais pas si ça vous parle le titre comme ça. C'était un titre qui était paru il y a peut-être 3 ans de mémoire. Et qui pour moi était un gros coup de cœur à l'époque, qui parlait d'une romance avec une trentenaire, du coup qui tombait amoureuse d'un mec qui avait un style un peu voyou, etc., mais qui était plutôt bien en fait. Et dans Jonah au pays des pommes, on va s'attaquer à une autre thématique sociétale qui est très intéressante et qui n'est pas vraiment mise en avant au Japon, qui est l'obésité en fait. On est sur un auteur de qualité, on est vraiment sur une autrice de qualité, ouais, totalement. Et dans Jonah au pays des pommes, donc Jonah,
qui n'est pas son vrai prénom, hein, du coup, parce qu'on dit Jonah au pays des pommes, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cette jeune fille, elle va s'appeler Alice Kato. Donc, déjà, elle s'appelle Alice. Je trouve que ça, c'est bizarre, quoi. J'entends que du bien de magasin de vélo. Très très bon titre, je te le recommande très fort si jamais. Et du coup, cette jeune fille qui s'appelle Alice, déjà, elle le vit très mal son prénom. Parce que sa mère lui a donné Alice comme prénom en disant c'est un beau prénom. Donc tout le monde dira que tu seras belle. Sauf que Alice, elle se sent pas bien du tout dans sa peau. Elle est en surpoids, hein, faut dire ce qui est. Voire peut-être elle tend vers l'obésité. Je pense qu'elle tend vers l'obésité. Et bah en fait, dès qu'elle va faire un travail, elle va trouver un travail, ça, au bout d'un moment, elle va se prendre des remarques sur son poids et ou de l'hypocrisie, mais très mal cachée, et elle va pas bien le vivre du tout. Donc voilà, c'est pas Jonah comme le titre du manga, justement ça va arriver, le fameux Jonah. Et donc du coup, un jour, elle quitte son taf et elle va aller rejoindre sa grand-mère qui habite en campagne, qui a une exploitation de pommes, de pommiers. Vous voyez à peu près déjà où ça va venir. Donc on dit au pays des pommes, c'est juste que Alice, elle décide d'aller en campagne voir sa grand-mère au pays des pommes. C'est littéralement ça. Et elle va rencontrer un garçon, voilà, qui a à peu près son âge. Alors si jamais le titre est en noir et blanc, mais vous avez les premières planches qui sont en couleur, qui sont absolument sublimes d'ailleurs, bref. Qui a à peu près son âge, qui va l'aider déjà quand elle va arriver, lui faire retrouver son chemin, et elle va se rendre compte que c'est la personne qui aide sa grand-mère au quotidien et qui aussi travaille dans l'exploitation de pommes. Ce qui va être assez marrant, c'est que dès le début, il va lui dire, il va pas vouloir l'appeler par son prénom, il va la surnommer, et du coup il va la surnommer Jonah. Pourquoi Jonah? Parce que Jonah c'est le diminutif d'une race de pommes, du coup, qui existe. Je crois que c'est la... Attendez, c'est la Jonah Red? Je sais jamais, Jonah Gold? C'est laquelle qui s'appelle comme ça? Jonah Gold, c'est ça. Et du coup, la variété de pommes s'appelle Jonah Gold, et du coup, il va lui dire... Il va la regarder, il fait tu me fais penser à cette pomme avec tes joues un petit peu comme ça, un peu rouge, mais c'est très sec, tu vois, de la manière dont il le dit. Il dit ça te dérange que je t'appelle Jonah? Et là, elle fait hein, c'est bizarre Jonah, pourquoi tu m'appelles comme ça? Et lui explique salut Asobu, merci pour ton lurk. Et donc voilà. Voilà pour l'explication de pourquoi elle va s'appeler Jonah, elle va accepter le fait qu'elle s'appelle Jonah parce que lui, elle commence un petit peu à craquer pour lui, entre guillemets, quoi. Mais là, c'est l'histoire, la trame principale. Il va avoir beaucoup de... il va avoir beaucoup de retours en arrière dans l'histoire qui va expliquer son cheminement de vie à Alice. Comment elle en est arrivée à absolument détester son corps et absolument à commencer à dénigrer les personnes qui sont plus grosses qu'elle en se disant oh regardez elle est plus grosse que moi donc du coup c'est bon, c'est ok, tu vois, elle a besoin, elle avait besoin de se sentir rassurée en voyant le physique de gens plus costauds qu'elle. Et elle a commencé à se détester à cause de ça. Donc c'est une des raisons qui aussi l'a fait partir de la ville. Parce qu'elle était en mode je suis en train de changer, je suis en train de vriller en fait. J'ai besoin de faire un break. Et c'est pour ça qu'elle va aller à la campagne, c'est pour ça qu'elle va aller rencontrer du coup toutes ces personnes, toutes ces nouvelles personnes. Elle a besoin de renouveau, elle a besoin de se sentir utile, elle a besoin de se poser, elle a besoin de se couper de son monde. Vu qu'elle en plus elle travaillait initialement dans la mode en tant que couturière. Forcément vous, vous doutez bien que l'esthétisme c'est très important dans ces milieux-là. Et bah raison de plus, encore une fois ça n'a pas raté. Elle en bouffe, elle s'en prend plein la tronche la pauvre Alice. Donc c'est un titre qui pour moi a vraiment double lecture, où on a une première lecture où on suit cette jeune femme qui a besoin d'aller à la campagne, qui a besoin de respirer, de se ressourcer à cause de la ville, etc. Et surtout qui cache le fait qu'elle se sente pas bien dans sa peau. Et cette fameuse seconde lecture, elle arrive après, c'est vraiment l'acceptation de soi, l'acceptation de ses rondeurs, etc., etc. C'est un titre qui est absolument brillant pour un tome 1, je trouve. La suite, il y a un tome 2 qui est déjà paru au Japon, qui est en cours. Je peux que vous encourager à découvrir ce titre et en plus à
Enfin, vraiment, à essayer de voir le travail de cette autrice. Elle a que 2 titres enfants, je crois qu'elle avait un 3e titre, mais qui était beaucoup plus vieux, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui s'appelait Un amour démoniaque, aussi aux éditions du Lézard Noir, qui est plus ancien déjà. Donc, mais vraiment, c'est une autrice de très haute qualité, hein. C'est vrai que des mangas qui parlent d'obésité, il y en a pas 50, oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez saugrenu, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai pas pris un, j'en ai trouvé un 2e, qui va en parler un petit peu. Avec un personnage qui est en tout cas en surpoids. On en parlera vers la fin parce que ça sera dans mes lectures récentes. Mais oui, c'est clairement pas fréquent et je te rejoins Stream là-dessus. Et c'est ce que je disais au tout début, c'est que des titres voilà, qui en parlent de ce sujet-là, sans se moquer des personnes obèses, mais en mode premier degré et en mode qui parle de ce phénomène de société. Parce qu'au Japon, l'obésité, c'est quand même quelque chose qui est pas invisible, mais pas loin, mais que tout le monde sait que c'est là, mais que beaucoup de monde ignore, et que beaucoup de monde juge aussi, encore plus qu'en Europe, parce qu'en Europe, en soi, ça commence à devenir un petit peu plus... ça devient plus commun, quoi, tout simplement. Je dis pas qu'il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de brimade et tout ça, attention. C'est juste que c'est plus commun, et au Japon, vraiment, c'est pas commun, quoi. Donc, beaucoup moins, en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un titre qui est vraiment double utilité et que je vous encourage chaudement à pouvoir le découvrir. Prochain titre, prochaine nouveauté, je vais vous parler de la guilde marchande de Pandémonia aux éditions Glénat. On est sur un tome 1 qui est sorti du coup milieu du mois de février, le 18. La série au Japon est terminée en 4 tomes. Alors, moi je sais que en général, quand Glénat me sort des séries courtes, j'aime beaucoup. Je pense toujours à une série que j'adore qui s'appelle Terrarium, qui est finie en 4 tomes chez Glénat, qui est un titre qui est absolument génial en termes de post-apo. Bref, je sors de l'aparté. Mais tout ça pour dire que 4 tomes chez Glénat, ça me fait pas peur. Voilà. Le titre est assez équivoque, en fait. La guilde marchande de Podémonia, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Luciola, de mémoire, voilà. Luciola Lunatria, qui est une espèce d'héroïne, une espèce de brave, voilà, qui affronte les monstres et qui essaye d'aller oxyre un roi démon parce que son maître lui a demandé, c'est dans sa formation, etc., etc. Chose qui est très intéressante dans ce titre-là, c'est que les monstres sont doués de parole. Et quand elle va tenter d'oxyre le roi démon, voilà, de ce monde de fantasy qui est plutôt classique sur le papier, y a une guilde marchande qui va se pointer au même moment et qui va dire bonjour à tous. On sait que dans la région il y a des monstres qui sévissent. Nous, notre objectif, c'est de vous aider. Ce qu'on vous propose, c'est de racheter le village, de racheter les montagnes, et surtout, et on vous rachète les monstres qui vont avec, entre guillemets. On s'en occupe. C'est plus votre problème. Donc il y a des villageois qui habitent sur place, ils sont hyper rassurés parce qu'ils se disent bah attends, c'est incroyable, ils viennent nous... Bon, il y en a certains qui disent bah attendez, ils viennent nous voler... Bon, ils se font vite corrompre un peu de ce qui est. Mais la guilde marchande qui se pointe, elle est bien évidemment intéressée par autre chose, hein. Il y a évidemment le roi démon qui est présent. Mais surtout, elle est hyper intéressée dans ces montagnes par toutes les ressources que peuvent proposer les monstres. Et elle va commencer à entamer des négociations directement avec les monstres. Et quand je dis directement, c'est elles vont voir les monstres. Ils sont dans un espèce de bateau. Ils vont rentrer chez les monstres et vont dire bonjour à tous. Voilà, on est la guilde marchande. On peut vous proposer divers services, bien évidemment, contre monnaie payante et trébuchante, sonnante et trébuchante. Évidemment que ça va fort. Et du coup, là, les monstres coopèrent bien. Et l'héroïne, elle comprend pas trop. Et ce qui est plutôt cool dans ce titre, c'est que la guilde marchande va expliquer, le mec de la guilde marchande va expliquer en mode bah oui, là, notre reine bien aimée a mis en place une monnaie exclusive pour les monstres. Les monstres peuvent payer grâce à cette monnaie. Parce que les monstres sont doués de conscience, les monstres sont doués de parole, etc. etc. Et bah du coup, forcément, elle va se dire, mais en fait, ma profession de chasseuse de monstres, elle perd de son sens. Parce que maintenant, on ne cherche plus à tuer les monstres, on cherche à collaborer avec eux. Donc elle va essayer de voir, pour essayer de faire un petit peu une transition dans son métier, entre guillemets. C'est vraiment, elle est en reconversion pro, hein, vraiment l'héroïne. Elle va essayer de passer de chasseuse de monstres à
marchande, voilà, pour la guilde. Parce que la guilde lui dit, bah en vrai tu nous intéresses parce que t'es plutôt puissant, tu peux nous protéger, et puis en même temps t'as l'air de plutôt t'en sortir en commerce, en collab, en comment dire, en discussion, en bagou quoi, tout simplement. Et bah ils vont essayer de l'engager tout simplement pour négocier avec les monstres. J'aime beaucoup l'approche du titre, je la trouve très intéressante, je la trouve assez unique. C'est autant des titres qui parlent avec des guildes marchandes, j'en connais quelques-uns dans des mondes de fantasy. Bon, on en passe, mais bon, il y a Spice and Wolf par exemple, voilà, qui date un peu. Il y a des titres plus récents. Bon, je vous ferai pas l'affront de citer Fairy Tail parce qu'en soi c'est une guilde, mais c'est voilà, ça reste une guilde, mais c'est pas le cœur du sujet. Mais là où le marchandage commence à se mettre en place et être un petit peu devenir le cœur du titre, je trouve ça très intéressant. J'en connais pas des masses des titres comme ça, et j'apprécie énormément comment ça tourne l'histoire. Il y avait aussi comment il s'appelle chez Delcourt là, euh... Heroskill, voilà, achat en ligne, qui tourne beaucoup autour du commerce et des guildes. Mais il n'y en a pas tant, voilà, il n'y en a pas tant, je trouve. Donc je trouvais ça très intéressant l'approche. Par contre, concernant l'autrice, c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose. J'ai vu qu'elle avait fait des séries à l'époque, pardon, sur l'autrice qui s'appelle Kacho Hashimoto. Elle avait fait des séries chez Glénat, mais de 2010 et 2015. Donc avec Kagaster et Arbos Anima, si ça vous parle. Tant mieux pour vous. Moi, perso, je ne les connais pas, ces séries-là. Et mais voilà à peu près pour le titre. Alors, je l'ai trouvé plutôt atypique, plutôt intéressant, assez unique, voilà. Je veux dire que c'est l'autrice d'Arbos Anima que j'avais très bien aimé. Bon, bah voilà, Stream avait la ref. Félicitations. Moi, j'ai découvert en faisant mes recherches. Je ne connaissais... Par contre, Arbos Anima est toujours en attente. Enfin, elle a été abandonnée, je crois, au Japon, la série. Donc je vais prendre, eh ben écoute, moi ce que je trouve chouette c'est que la série est finie en 4 tomes, donc en vrai, encore une fois, moi j'y vais avec les yeux fermés quand c'est comme ça. J'y vais avec les yeux fermés quand c'est comme ça. Donc voici pour la guilde marchande de Pandémonia qui était à 2 doigts du coup de cœur, voilà, qui pour moi était à 2 doigts du coup de cœur, mais qui manque un petit truc pour que je puisse vraiment apprécier le plus. Là je sens que le premier tome était vraiment relativement introductif. Très très hâte de voir la suite. Et enfin, dernière nouveauté en sélection, pour ma part, alors c'est un titre que d'ailleurs, c'est un éditeur chez qui je ne vais pas souvent en termes de nouveautés, mais pour une fois, j'ai été curieux. On va chez Mana Books, et par un titre qui s'appelle Développeur, bienvenue dans le marécage de la création. Un titre qui est déjà annoncé comme sera terminé en 3 tomes, donc là on sait très bien où on va, et c'est un titre qui va, tout est dans le titre, qui va parler des développeurs, mais surtout des développeurs de jeux indépendants au Japon. Voilà. Donc, on va suivre concrètement un développeur, voilà, qui est dans une entreprise de jeux vidéo, mais qui est dans une grosse firme, voilà, qui fait partie. On suppose que ça ressemble beaucoup à Square, si jamais à Square Enix, parce qu'en général, Mana en plus aime bien bosser avec Square. Mais ça donne des airs de Square. Et on apprend pas mal de choses en vrai dès le début que dans le milieu du jeu vidéo, il y a une poignée de gros développeurs et il y a beaucoup de développeurs indés. Et il y a des salons dédiés aux développeurs indés. Et c'est dans ce genre de salon qu'il va se rendre. Parce que il est ce développeur est passionné de jeux vidéo. Il adore développer des jeux vidéo, mais il est un peu triste parce qu'il est dans une équipe et on lui dit t'as des objectifs, tu dois faire ça, 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 ça. Et il est en mode en fait ma liberté créative elle est pas là quoi. J'ai pas de liberté créative. Et il se sent vraiment comme un maillon dans une chaîne qui est beaucoup plus grosse que lui et du coup il se dit j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est dommage. Il va voir un de ses collègues, un de ses seniors, un jour qui dépose une affiche qui parle d'une sorte de, je vais pas dire un comicate, mais de convention de développeurs indépendants. Et dans cette convention de développeurs indépendants, il lui dit viens, nous on a un stand, on développe un jeu avec des amis, on fait ça pour le fun, mais
voilà, on aime beaucoup avoir les retours critiques du public, et puis ça te permettra de voir autre chose. Ah ouais, ça peut être trop bien et tout. Il y va. Il va aider vite fait son senpai, et voilà, il lui dit bah vas-y, fais le tour des stands, et il va tomber avec nez à nez avec une développeuse du coup d'un jeu indépendant qui va tester. Et elle lui dit oh, c'est cool d'avoir testé mon jeu, tu peux me donner ton retour. Mais elle sait pas qu'il est développeur. Et il lui fait un pavé en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, attention, t'as des frames qui sont un peu particuliers, tu devrais modifier ce genre de choses, etc. Et là, elle lui fait mais t'es développeur, c'est pas possible pour avoir un jargon pareil. Il fait ouais, je suis développeur, mais c'est pas. Enfin, j'aime bien, mais je fais pas de jeu indépendant, j'ai jamais fait ça. Et bah en vrai, pris d'une sorte de fièvre hein, de développeur, hein, on peut dire ça que comme ça. Ils vont tous les deux collaborer pour essayer d'améliorer le jeu sur lequel elle est en train de bosser, qui est une espèce de platformer, parce que du coup ils expliquent en plus dans le genre que beaucoup de jeux indépendants sont des platformers ou sont des vues de dessus, parce que c'est plus simple à mettre en place. Et bon, maintenant c'est un petit peu faussé, parce que t'as Unity comme moteur de jeux vidéo qui permet de prendre clé en main beaucoup de choses, même en 3D. Mais voilà, en tout cas on est vraiment sur les passionnés du pur et dur du développement, enfin de jeux vidéo. Et on va apprendre en même temps, bah en vrai, des informations sur comment ça fonctionne un jeu vidéo, comment ça se développe, mais pas dans le dur. Enfin, vraiment des informations plutôt soft. Et moi, je trouve ça plutôt chouette d'avoir eu un titre qui se veut à la fois explicatif et en même temps dans une histoire intégrée. Donc, le premier tome était plutôt chouette dans l'ensemble. Moi, j'ai bien aimé. La série sera finie en 3 tomes. C'est un titre qu'on peut prendre comme un titre explicatif et en même temps avec une histoire qui se lit vraiment bien. Donc c'est ma bonne surprise en vrai dans les nouveautés. J'avais pas d'attente dessus, j'étais juste curieux. Et franchement, je lui ai donné un bon 8 sur 10. Hein. Je l'ai trouvé vraiment bien dans l'ensemble. Et en plus, fini en 3 tomes. Donc je me doute que ça va être sympa. Voilà, ça va être sympa tout le long. On va rester sur un titre qui va alterner les phases d'explication et les phases comment on appelle ça, d'histoire. Bon, il y a une micro-romance qui se met en place, mais c'est vraiment histoire de dire vous avez un fil rouge, mais on n'est pas là pour ça, hein, clairement. On est là pour voir ce qui peut se passer dans le milieu du jeu indé. Et je trouve ça cool. J'aime beaucoup et je souligne d'ailleurs l'initiative de Mana d'avoir récupéré le titre, parce que bah, on n'a pas ce genre de titre qui parle de jeu vidéo pur et dur comme ça. Je trouve on n'en a pas plus que ça. Donc je trouve ça chouette. Voilà, je trouve ça vraiment cool que ça soit en France. Donc, concernant les nouveautés, du coup, pour mes envies du mois de février, petit récap, on a eu, je vous ai présenté The Regalia of the Underdog aux éditions Glénat. Je vous ai présenté Jonah au Pays des Pommes, qui est mon coup de cœur aux éditions du Lézard Noir. Je vous ai présenté La Guilde Marchande de Pandémonia aux éditions Glénat également. Et enfin, j'ai conclu par Développeur. Bienvenue dans le marécage de la création aux éditions Manabooks. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent. Je vois que Jonah a l'air de vous avoir conquis et j'en suis très heureux. Et également, je crois que Srim a noté La Guilde Marchande de Pandémonia, vu que tu connaissais les titres précédents de l'autrice, enfin un des titres précédents de l'autrice. Donc, mais n'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous avez sélectionnés comme d'habitude. Et évidemment, sur YouTube aussi, n'hésitez pas à en faire part. C'est toujours cool d'avoir des retours. J'aime beaucoup. Pandémonia et Jonah ont l'air sympa. Ouais, je pense que c'est chouette. Développeur peut être sympa. Bah ouais, moi ça me fait plaisir, tu vois, de vous présenter des titres qui sortent un peu du lot. Là vraiment, on est sur des choses complètement différentes par rapport à d'habitude. Et des titres comme développeur, je m'y attarde pas en général. Et là, j'étais en mode tiens, why not? Et en vrai, très bonne surprise. Voilà. Mais ouais, dans l'ensemble, je trouve il y a de belles choses de ce mois-ci. Donc voici pour mes envies du mois de février. Et je vais pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission dans mes lectures récentes. Alors, il y a un titre. Vous le savez que j'allais en parler. Voilà. 3 titres sur 4 m'intéressent pour stream. Eh bah écoute, on sait très bien c'est lequel qui vous intéresse pas. Mais en soi, j'étais obligé d'en parler parce que je trouvais ça... Il faut parler des douches froides de temps en temps. Voilà, il faut en parler. On peut pas ignorer non plus. Passons
À la suite, passons à mes lectures récentes. Et vous allez voir que c'est hyper éclectique. Mes lectures récentes, deuxième partie de l'émission. Doc le sait que je vais parler de One Piece. Tu as tout à fait raison. Bien évidemment, on va parler uniquement du tome 1 parce qu'on veut pas spoil. Hein. C'est toujours comme ça dans l'émission. Blague à part, je vais vous parler de 4 titres dans mes lectures récentes, dont un titre en particulier qui tient cher à Monsieur Dr. Chips, parce qu'il était son top 1 de l'année dernière, et j'ai réussi à mettre la main dessus et à le lire entièrement, et je vais vous faire part de mon point de vue sur ce titre, qui était très bien, voire excellent. Je te rejoins, Doc. Donc, voici ma sélection de lectures récentes. Premier titre, Elena and Mr. Wolf, série terminée en 2 tomes aux éditions Mao. Deuxième titre, Mabui, l'âme d'Okinawa aux éditions du Lézard Noir. Troisième titre, Nikuko du Port de Pêche, terminé en 2 tomes aux éditions du Renard Doré. Et enfin, on clôturera avec Blue Heaven de Tsutomu Takahashi aux éditions Panini, série terminée en 3 tomes. Et oui, ton top 1 nouveauté, exactement. Je m'en souviens très bien, Doc. Enfin, j'essaye. Comme d'hab, n'hésitez pas déjà tout de suite à me dire s'il y a un titre qui vous parle. Alors, si vous étiez là dans le live bilan, forcément, le Helena de Mr. Wolf va vous parler. Mais les autres titres, c'est pas sûr. Je suis hyper curieux. Alors, il y a des titres que je vous ai ressortis. Mais c'est que des titres qui sont disponibles dans le commerce, hein, je précise quand même. Mais il y a des titres que je vous ai ressortis de derrière les fagots. Voilà, hein, faut dire ce qui est concernant Mabui, l'âme d'Okinawa. C'est un titre que j'ai personnellement dans ma mangatech, mais que c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Donc je me suis dit c'était le moment. Donc n'hésitez pas à me dire de votre côté. Blue Heaven, ça me dit quelque chose, mais je confonds peut-être avec un autre titre qui commence par Blue. Il y en a beaucoup qui commencent par Blue. Entre Blue Flag, Blue Indigo, Blue Heaven, Blue... comment il s'appelle l'autre C'est pas... Bon, Perfect Blue, mais c'est autre chose. Blue Lock. Il y a beaucoup de Blue. Voilà. Blue Period, c'est vrai. J'en cherchais un autre. Le truc avec les dinosaures là. Je sais plus. Mais je crois que c'est quelque chose Blue. Blue World. Ça doit être ça. Mabui me tente et Blue Heaven j'ai lu. Elena m'accompagne là. Donc c'est pourrait qu'il soit lu rapidement après. Ah bah écoute. Il y a un monde où je pense que tu vas le lire rapidement après. Enfin bref, beaucoup de Blue. Tout ça, mais tout ça pour dire que on va commencer par Elena and Mr. Wolf. Les enjeux étaient grands. Parce que quand on me dit, vas-y, ce titre, c'est mon titre préféré de l'année 2025 en nouveauté, et que moi j'arrive et je suis en mode, comment ça, j'en ai jamais entendu parler, et que je vois que les avis sont unanimes sur le titre. Ou que là, sur Elena and Mr. Wolf, pour vous donner un léger point de vue, la note, elle est au-dessus de 9 sur Nautiljon, en moyenne. Bon, il n'y a que 11 personnes qui ont voté, mais ça reste quand même 11 personnes qui ont voté au-dessus de 9. Alors, moi, perso, j'ai mis 9 aussi. Voilà. J'ai mis 9, je vous le dis tout de suite, j'ai mis 9 sur 10. J'ai pas mis 10 sur 10. Voilà, j'ai pas mis 10 sur 10. Je vais faire en sorte de ne pas spoiler l'histoire, parce qu'il y a un plot twist qui est absolument majeur à ne pas dévoiler. Mais il y a du plot twist. Ça, je vous le dis tout de suite. Et on s'y attend pas à ce plot twist. Il était très bien fait d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Elena de Mr. Wolf. Elena, bon déjà je vais parler un petit peu vite fait de l'autrice parce que c'est quand même important. On est sur un manga qui est d'origine taïwanaise, donc c'est une autrice qui s'appelle Bliss. On peut le prononcer Bolesse, à ce que j'ai compris. Et bah j'ai pas tant d'informations que ça sur elle malheureusement. J'aurais aimé en avoir plus. J'ai creusé un petit peu mais j'ai pas trouvé grand chose. Mais tout ça pour dire que ça fait du bien un peu de fraîcheur tout simplement d'un titre des fois qui n'est pas forcément japonais, ça permet d'apporter une autre vision sur le médium, enfin le médium. Et là, vraiment, on l'a eu. L'histoire en elle-même, on va avoir 2 personnages principaux, dont le personnage principal, enfin 2 personnages qui vont être un duo. Le personnage principal, qui va s'appeler Elena. Elena, c'est une jeune fille qui vit dans un orphelinat avec d'autres enfants.
Et Lena, bah, c'est une jeune fille qui, la vie a pas été tendre avec elle, hein, faut dire ce qui est. Elle a rapidement perdu ses parents. Son frère est dans le coma à l'hôpital. Voilà, son petit frère. Euh, Vraiment, c'est pas beau tous les jours, quoi, faut dire ce qui est. Mais Lena, elle a une grande passion pour le dessin. Et surtout, elle a une grande passion pour un auteur en particulier qui s'appelle Mr. Wolf. Vous voyez venir. Voilà. En même temps, c'est écrit dans le titre. Au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, faut le dire. Ce qui est un jour, elle a une chance en or, c'est que elle a l'occasion, elle va gagner une espèce de lot de mémoire de tombola. Et elle va récupérer une invitation pour aller assister à une séance de dédicace de son auteur préféré, qui est le monsieur Mr. Wolf, donc le monsieur méchant loup, qui a d'ailleurs la fameuse particularité de se trimballer toujours avec un casque une tête de loup sur son visage. Et ça fait un peu penser à des auteurs comme on a au Japon, comme avec autrices comme Paru Itagaki par exemple, qui est toujours avec sa tête de coq sur le visage. Et bah lui, il a une tête de loup. Elle va venir à la séance de dédicace et du coup elle va un petit peu voir vite fait Monsieur Loup et pour lui c'est son idole en fait, hein. Vraiment c'est vraiment son idole et tellement son idole que du coup tous les deux ils vont discuter un petit peu sur le livre et tu sens que Monsieur Wolf c'est pas la forme en ce moment, pareil. Suite à diverses péripéties, ils vont se revoir et ils vont surtout se rendre compte que l'un pour l'autre, il y a une sorte de lien qui va se tisser entre deux. Où elle a le dessin, elle va lui poser des questions en mode pourquoi ton histoire que t'as sortie là se termine comme ça, elle se termine bizarrement ton histoire, et lui il va être en mode non mais je peux pas t'en parler, c'est des histoires de grands entre guillemets quoi. Enfin j'ai dû le corps le propos mais voilà à peu près l'idée. Et tous les deux vont vraiment réussir à s'entraider. Lui avec il a une espèce de panne d'imagination. Il est dans une période où tout le monde lui dit ah vous êtes un auteur formidable etc. Lui il est en mode non je suis pas un auteur formidable, laissez-moi en fait. Je suis juste quelqu'un qui de base voulait pas être publié. Un éditeur a trouvé mon manuscrit, m'a publié, j'ai eu du succès mais je veux pas avoir de succès. Alors il le vit plutôt mal en fait, sa notoriété lui va pas très bien, il aime pas sortir en public, enfin bref c'est compliqué pour lui. Et cette jeune fille qui du coup tous les oppose sauf un point, leur passion pour le dessin. Et cette jeune fille qui, du coup, suite à... Enfin, de base, c'est de l'admiration qui vers son auteur qui va un petit peu le rapprocher. Mais après, c'est juste, ils vont avoir des discussions un peu plus profondes et qui vont être très intéressantes d'ailleurs. Et il va se rendre compte, cet auteur, que en fait, cette petite fille, elle est hyper tourmentée aussi, en fait. Et que tous les deux sont des âmes tourmentées. Et que, peut-être qu'ils peuvent s'entraider. Voilà. Donc c'est une très belle histoire. Alors j'irai pas plus loin dans la présentation de l'histoire parce qu'il y a un plot twist. Vraiment, je vous encourage à le lire parce que le plot twist il est fou. Je veux pas en parler plus que ça parce que ça serait vraiment détruire le titre dans son idée. Mais c'est pour un titre qui est fini en 2 tomes, je trouve ça vraiment brillant avec des planches qui n'ont absolument rien à envier à de très grands mangaka. Une planche en particulier, alors qui ressemble à celle-ci que je vous montre là, pardon, euh, qui est vraiment chouette, mais qui est une planche qui est vraiment grandiloquente, qui m'a vraiment fait penser à un trait à l'autrice de l'Atelier des Sorciers, ou vraiment des titres comme ça, quoi, qui m'a époustouflé. Et je suis resté bouche bée devant la planche, vraiment. Et c'est pas souvent, moi je vous le dis que ça m'arrive ce genre de choses. Donc là, autant vous le dire que j'étais en waouh, magnifique. Vraiment, cette planche était sublime, quoi. Pour ça, je t'ai dit de prendre le coffre lecteur si tu trouves t'as les ex-libris. Oui, et les ex-libris sont vraiment. Là, c'est compréhensible que t'aies des ex-libris en plus, hein. Parce que oui, Doc m'a proposé. Enfin, m'avait dit, ouais, si tu peux trouver le coffret, trouve-le. Et du coup. euh, Et du coup, j'ai écouté, hein, voilà, j'ai réussi à le trouver. Alors, je l'ai trouvé d'occasion, j'ai eu beaucoup de chance.
Et avec le tome 1, le tome 2, un petit livret bonus avec des planches supplémentaires. Je veux pas forcément spoiler, mais le coffret est très chouette. Voilà, si jamais. Vous avez les 2 tomes qui sont à l'intérieur. Avec avec un petit livret bonus, là, voilà. Et puis le coffret en lui-même, il est beau, hein. Enfin, franchement, il est beau. Attendez, la light qui veut pas m'aider, mais... voilà. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion, très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce titre. Qui a osé séparer cette série? Dis-moi son nom. Ah, écoute, je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un qui avait besoin d'argent. Mais en tout cas, cette personne a fait un heureux, c'est-à-dire moi. Donc, écoute, je vais pas blâmer cette personne. Voilà, je ne vais pas blâmer cette personne parce que je suis très heureux d'avoir pu mettre la main dessus. Donc voici pour Elena et Mr. Wolf, qui est clairement un gros coup de cœur pour ma part, hein, également. Vraiment, c'est pas tous les jours que je mets 9 hein, sur un manga, hein. Et les deux, d'ailleurs, le tome 1, je lui mets un bon 8,5, le tome 2, je lui mets un bon 9,5, hein. Ouais, c'est le tome 2 qui vraiment prend toute sa splendeur, hein. Le tome 1, on sait pas trop où on va par moment, et le tome 2, incroyable. Bref. Comme quoi, les diptyques, des fois de temps en temps, c'est très chouette. Voilà. Et je vous propose de passer sur le prochain titre que je vais vous parler dans mes lectures entre guillemets récentes, parce que celui-là, j'ai lu il y a un petit moment, mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est un titre qui est très intéressant. Il s'appelle Mabui, l'âme d'Okinawa de Iga Susumu. Alors, déjà, je vous le dis tout de suite, Iga Susumu, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup. Voilà. Si on regarde en France, il a sorti que 2 titres. Et dont un titre qui s'appelait Soldat de Sable, qui était sorti dans les années, j'ai envie de dire, avant 2008, je dirais 2008, au Japon, qui avait reçu de gros prix en France, voilà. Qui avait été sélectionné, il avait reçu le prix Libération en 2012, donc du journal Libération, prix de l'ABC de 2012, et il avait été sélectionné par Angoulême. Pour vous dire, en 2012. Pour vous dire à peu près l'ampleur du truc, parce que quand même, sélectionné à Angoulême en 2012, on n'est pas dans le même Angoulême qu'on a maintenant. Enfin, je m'entends. Mais en termes de sélection de manga, c'était pas commun à l'époque. Et du coup, Iga Suzumu, c'est un auteur qui va majoritairement parler de Okinawa. Ceux qui ne savent pas ce qu'est Okinawa, Okinawa, c'est l'archipel qui est au sud du Japon, qui a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, une terre d'occupation très fortement ancrée américaine, qui a toujours une culture américaine très importante, due à l'occupation des Américains sur ces territoires. Et si vous allez d'ailleurs maintenant de nos jours à Okinawa, il y a toujours une très forte influence américaine. Ça fait un peu penser à Hawaï. En vrai, on a une ambiance à la Hawaï. Si, à force de regarder des vidéos dessus, c'est ce que je me dis. Mais on est quand même sur une terre japonaise. Mais avec des bases militaires américaines. Parce que oui, et ça c'est quelque chose qui va être le cœur du sujet de Mabui, Okinawa ne s'est pas fait démilitariser par les Américains. Actuellement, sur Okinawa, vous avez toujours une occupation américaine, et il y a 75% des bases américaines installées au Japon qui se trouvent sur l'archipel d'Okinawa. Pour vous dire à quel point que c'est fortement ancré dans cette zone. Et c'est là où va parler majoritairement le titre. Le titre de Mabui. Mabui, ça veut dire, je crois que ça veut dire âme en... Voilà, ça veut dire âme dans le dialecte d'Okinawa. Et en fait, on va parler vraiment de l'âme d'Okinawa. Pourquoi on va parler de l'âme d'Okinawa? Parce que les gens d'Okinawa, pour accepter la mise en place de la militarisation américaine, de la mise en place de bases américaines, a reçu énormément d'argent en dédommagement. Et en fait, beaucoup de personnes considèrent qu'à Okinawa, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur âme de japonais ou d'okinawaïens, je ne sais pas comment on dit, de personnes habitant en tout cas à Okinawa, parce que tout le monde s'est fait corrompre par l'argent des Américains, et du coup, on a perdu la notion d'âme, simplement, qu'on avait à Okinawa. Donc il y a toute une partie qui va parler des récits sur les personnes qui ont accepté l'argent, dédommagement, d'autres personnes qui le refusent parce que
c'est pas possible en fait d'accepter de l'argent juste des envahisseurs, hein, faut pas oublier, entre guillemets, hein, des envahisseurs, qui sont restés en tant que vainqueurs et que du coup, bah, il y a plein de personnes qui sont restées en tant que vaincus dans cette zone-là. Il y a vraiment les propriétaires terriens qui ont perdu toutes leurs terres. Il y a des aéroports en permanence qui tournent sur l'Okinawa. Il y a une grosse activité militaire. Et du coup, bah, les gens habitent là, mais plutôt subsistent là. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas de tourisme parce que du coup, bah, c'est que des bases américaines, donc c'est pas intéressant. Enfin, vraiment, tout le monde travaille pour les Américains en fait. Tu travailles pour les usines des Américains, tu travailles pour... en fait, t'as un gros problème de crise d'identité dans cette zone. Et c'est tout là où va parler le titre que je trouve ça c'est très intelligent. C'est pas forcément une critique, attention. Hein. C'est pas en mode les Américains doivent partir. C'est suite à... C'est un constat. Voilà, c'est un constat qui est mis en place par l'auteur Iga Suzumu, qui en mode, bah, l'île d'Okinawa, dans cette partie en tout cas, elle a changé parce que bah, elle s'est fait influencer par une autre nation. Et du coup, bah, il y a vraiment ce côté, bah, on a perdu notre âme. Voilà. On n'est plus comme avant. On s'est fait modifier, on s'est fait altérer notre âme. En bien ou en mal, je ne sais pas, mais on s'est fait altérer notre âme. Et c'est juste un constat qu'il met. Et j'ai beaucoup aimé l'approche en mode, il n'y a pas forcément un jugement, c'est plus un dialogue entre les habitants en mode, bah, toi t'as perdu ton âme, en fait, mais non, je l'ai pas perdu, je suis toujours d'Okinawa, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, vraiment, c'est plus ça qui est mis en place. Donc j'ai trouvé le titre très intéressant, surtout pour un one-shot, voilà. Et j'aurais beaucoup aimé lire Soldat de Sable, mais il est plus dispo aux éditions du Lézard Noir. Donc je vais essayer de le trouver d'occasion. Par contre, Soldat de Sable, ça va plus parler des conflits directs. Alors que Mabui, on parle de l'après-guerre. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant dans son ensemble. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est un titre qui est pas connu, tout simplement. Et why not? Et qui est pas très récent non plus. Ça arrive de temps en temps, mais je vous parle toujours de titres qui sont disponibles. L'objectif, c'est toujours d'avoir un accès facile au titre que je vous présente. Donc du coup, ce titre est toujours disponible aux éditions du Lézard Noir, il n'y a pas de souci. Je viens de voir qu'en avril 2026, ils vont sortir un coffret avec les 2 titres. De Mabui et de Soldat de Sable? Tu veux dire que je suis avant l'actualité? J'ai pas fait gaffe. C'est une blague. C'est sérieux là? Putain. Comment je peux pré-shot un truc comme ça? Ça a été annoncé par les Arts Noirs? Bah écoute, Très bien. Ah, sur Manga Collect? Ok. Parce qu'il y a... Attends. C'est marrant ça quand même. Il y a que Manga Collect qui en parle alors? C'est quoi ce bordel? Attends, je vais regarder. Mabui sur Manga Collect. Et comment t'as vu ça du coup? Parce que même en cherchant sur l'éditeur, c'est pas marqué. Ok. C'est trop bien en vrai. Hein. Attention, hein. C'est trop bien de faire ça. Hein. Bah écoute, impeccable. Bon bah je suis en avance sur l'actu. Bah écoutez, trop bien. Moi je suis très heureux du coup s'ils arrivent à le rééditer. Parce que je vois que Soldat de Sable était plus dispo. Cherchant avec l'auteur vu que le titre Mabui m'intéressait. Ok. C'est avec l'auteur du coup. Ça marche. Bah putain c'est trop bien. Trop bien que les Arts Noirs du coup rééditent. Attends, je vais rechercher. Je suis curieux du coup. Yasutomo. Ah, je me suis pas trompé. Putain, moi je recherche avec auteur, je trouve rien. Ah oui. Ah non. Alors il y a un one shot qui paraît qui s'appelle Okinawa du coup. World Premiere. J'avoue, c'est vraiment ça.
Ah, je le vois pas le coffret, moi. Je le vois pas du tout le coffret qui est paru. Ils annoncent Okinawa. Ah, mais d'accord. Redécouvrez le chef-d'œuvre de Suzumu en édition intégrale regroupant Soldat de Sable et Mabui. Ok, donc Okinawa, qui va sortir le 22 avril 2026 à 28 €, regroupe les deux tomes. Ok, trop bien. Eh ben écoutez, j'ai pré-shot. Et le pire, c'est que je l'avais suivi, ce titre. Parce que je pensais pas que c'était ça. J'étais en mode, putain, il y a l'auteur de Mabui qui revient et qui réannonce quelque chose, mais en fait, c'est l'intégrale. Et bah, je sais ce que j'achète en avril. Allez. Au pire, patientez avril. Si vous le désirez, vous pouvez patienter jusqu'à avril. Après, moi, ça m'embête un peu de me séparer de mon Mabui. Je vais voir si je vais essayer quand même de le trouver de l'occasion. Mais voilà. Bon, bah écoutez, super nouvelle. J'ai pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès sur ce coup. Prochain titre. Je vais vous parler de Nikuko, du port de pêche aux éditions du Renard Doré. Alors, je fais le lien avec tout à l'heure Jonah au Pays des Pommes. Nikuko du port de pêche, c'est un des rares titres qu'on va avoir déjà un personnage obèse. Et là, il n'y a pas de question. C'est le personnage est obèse et on va parler également de ses problèmes de poids par moment. Voilà. Donc ça, c'est sans faire exprès, j'ai fait un pont. Et c'est en faisant mon émission, je fais ah oui mince, j'ai même pas fait gaffe que bah du coup je parle de deux titres avec des personnages voilà qui sont pas habituels dans le monde du manga. Donc je trouve ça très chouette. Nikuko du bord de pêche, c'est une série qui va être terminée en 2 tomes aux éditions du Renard Doré. C'est un titre qui était paru l'année dernière, que moi j'avais lu le tome 1 et j'avais attendu pour avoir le tome 2. Le tome 1 était sorti avec une espèce de petit print qui était tout mignon, que j'ai quelque part, j'ai dû le laisser dans le tome. Et ça va parler de quoi? Nikuko, donc qui est qu'on appelle ça, la jeune femme qui est à la gauche, cohabite avec une jeune fille qui s'appelle Kikurin. C'est avec un rapport avec un film ou pas? Ça me parle. Je crois qu'il a été adapté en drama, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais juste vérifier. Il y a un anime qui est sorti, mais en film. Voilà. Mais oui, il y a un film d'animation qui est sorti du coup qui s'appelle La chance-souris à Madame Nikuko, si jamais. Voilà, donc ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Hein. Donc, Nikuko habite avec Kikoline. Nikuko, c'est une jeune femme qui est, comment dire, qui est vraiment extravertie, plutôt exubérante, qui enchaîne vraiment les mésaventures amoureuses, et qui est plutôt vraiment très carpe diem. Hein. Vraiment, elle prend la vie, elle croque la vie à pleines dents, elle adore la vie, elle est toujours souriante, toujours la banane. Très gourmande aussi, hein, toujours un petit peu en mode bah allez, je profite de la vie, de toute façon, on n'a qu'une vie et tout ça. Et Nikuko, à l'époque, elle est partie, elle a récupéré cette jeune fille, Kikuline, qui était une orpheline, voilà, qui a été abandonnée. Et elles n'ont pas de lien de sang toutes les deux. Et pourtant, elles cohabitent ensemble. Donc en fait, Nikuko, c'est devenu un petit peu la mère adoptive de Kikuline. Sauf que, des fois, on se demande qui est la mère, qui est l'enfant. Pourquoi? Parce que Kikuline, c'est une jeune fille qui est extrêmement intelligente pour son âge. Je pense que dans l'histoire, elle doit avoir à tout casser 8 ans. Et, en fait, c'est une jeune fille qui, déjà, va à l'école, mais qui... Autant elle a pas l'air d'en faire beaucoup à l'école, mais autant elle est très intelligente. Elle va lire des titres, elle va lire du Dostoïevski, elle va lire du... Enfin, vraiment, elle va lire des trucs... Pas de son âge, hein, faut dire ce qui est. Et tous les deux, elles vont cohabiter. Elle, Nikuko, donc la jeune femme, elle va travailler dans un espèce d'izakaya, un petit bar, voilà, qui sert... elle est serveuse dans un bar.
qui va lui permettre un bar de viande grillée, hein, c'est important. Parce que si jamais, je sais pas, si vous avez quelques notions en japonais, Niku, c'est la viande au Japon. Donc Nikuko, voilà, vous avez un peu le lien avec la viande. Elle adore la viande d'ailleurs, Nikuko. Et Nikuko, ce personnage, du coup, travaille en tant que serveuse, je disais, dans un espèce d'izakaya. Salut la Dolly. Et tous les deux, elles vont cohabiter. Voilà, tout simplement. Elles vont cohabiter. Et c'est un quotidien qui est plutôt calme dans l'ensemble, bien que agrémenté de questionnements surtout identitaires vis-à-vis de la jeune fille Kikoline, qui se dit, en fait, qui déjà elle est en mode, des fois elle se demande qui est la mère, qui est l'enfant, parce que Kikoline elle est très sérieuse, elle observe énormément. Et pareil avec ses camarades de classe, elle s'entend pas forcément bien parce que du coup elle est un petit peu à part, elle sent que elle est pas au-dessus d'eux mais différente, tout simplement. T'es follow? Comment ça t'es follow? Bah oui, t'es follow, il me semble bien. Il me semble bien, hein. Sauf que... Bah écoute... Ah non, t'es sub, tu veux dire? Ah, bah alors t'as reçu un sub gift de la part de Stex tout à l'heure. C'est pour ça. Voilà, tu peux remercier Stex qui est peut-être encore dans le coin. Mais au début du live, il y en a qui ont pété des câbles. Bref, je ne reviendrai pas dessus. Et donc on est sur une histoire en 2 tomes terminée. Ce qui est très chouette dans ce site déjà, je trouve, c'est les planches. Je sais pas si ça vous parle, Sugisaku. C'est l'auteur qui avait fait Kuro le chat noir aux éditions Kana. Kuro un cœur de chat, voilà. Et ça fait du bien de le retrouver parce qu'il a vraiment il a une coloration qui est magnifique, moi je trouve. Il me fait penser à du Keigo Shinzo en vrai, hein. C'est un mélange entre Keigo Shinzo et comment il s'appelle, Daisuke Igarashi, je trouve, hein. Donc franchement c'est un très très beau dessin qu'il va nous proposer. Et je trouve que le titre est vraiment très très beau, très très doux, mais qui en même temps va apporter comment dire, des questionnements sociétaux qui sont assez costauds, voilà, sur le point de vue du Japon, enfin des personnes avec sur une jeune femme célibataire qui a une jeune fille, donc du coup tout le monde en parle, etc. En mode attends, c'est pas sa fille, attends, elle est complètement frivole, elle a encore couché avec des mecs. Nikuko en plus elle a la réputation d'être un peu une fille facile. Donc bon, voilà, c'est ce genre de choses, parce qu'elle est très amoureuse très vite, voilà. Ah oui, non, mais c'est clair, ça nous rend un petit peu nostalgique, la Dolito Tano, là-dessus. Mais oui, mais Stex passe toujours, tu passes toujours, ça me fait toujours plaisir de vous voir, les gars, hein. Et c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, sur la relation qui a été tissée entre deux étrangères, en fait, qui en plus, qui sur le papier, elles ont rien à faire ensemble, hein, ces deux personnes. Mais elles arrivent à créer un quotidien ensemble, à créer une relation ensemble, de relation mère-fille, mais comme je disais, qui n'a pas lieu d'être initialement. Enfin, je trouve vraiment très beau, très touchant comme titre, avec des moments où vous allez voir Nikuko pleurer, rire, avec un personnage qui est très joyeux, très vivant. Et justement avec cette jeune fille Kikoline qui est totalement en permanence en retrait, hyper introvertie, et qui de temps en temps va laisser sortir un petit peu d'émotion. Vous dites ah oui, en fait c'est juste une fille qui est extrêmement timide en fait. Donc non, c'est un très beau titre, j'ai beaucoup aimé. Nikuko du port de pêche, c'était très très chouette. Et c'est ainsi que je vais aller vers le dernier titre. Alors que, bon, on a parlé beaucoup de choses très tranquilles, très posées sur les titres précédents. Trêve de calme, passons à la violence. Blue Heaven de Tsutomu Takahashi aux éditions Panini, terminé en 3 tomes pour la réédition du coup. C'est une réédition qui est parue là il y a quelques années parce qu'il y a eu un retour en force de Tsutomu Takahashi en 2023. Et l'éditeur en a profité pour faire une réédition parce que ce titre était paru initialement en 2005. Oui. Qui est d'ailleurs l'un des premiers titres de Takahashi qui est tout court, à ce que j'ai compris. Ça se sent. Ça, voilà.
Ah ouais, non, c'est clairement pas la même ambiance, hein, il fallait un petit peu casser. Est-ce qu'on était trop bien, on était trop doux, là? Non, non, il fallait casser, là, et au bout d'un moment, fallait rompre un peu tout ça. Donc je disais, c'est une trilogie terminée en 3 tomes. Principe d'une trilogie. Euh, Paru il y a 3 ans, pour la réédition. Tsutomu Takahashi, si vous ne connaissez pas, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Ça va être l'auteur de beaucoup de titres. Ses titres phares restent Sido. Voilà. Il va avoir fait d'autres titres. Il va avoir fait Sky High, Sky High Karma. Il va avoir fait. Enfin, vraiment. Détonation. Voilà. Aussi. Il va avoir fait. Soul. J'oublie tout le temps Soul quelque chose. Vous l'avez. Vous l'avez. Soul Keeper. Voilà, ça arrive. Le temps que ça mouline là-dedans. Et j'en passe, hein, vraiment j'en passe, parce que voilà. Merci Srib. Bon, de confirmer que c'est bien Soulkeeper, du coup. Bref, tout ça pour dire que c'est un auteur que moi personnellement j'apprécie beaucoup sur l'entièreté de son travail. C'est un trait de cet auteur que j'aime. Il a un dessin que j'adore personnellement. Et je voulais continuer un peu ses découvertes de ses œuvres avec Blue Haven, qui, on le sent, a des lacunes, hein, voilà, faut dire ce qui est, mais c'est un titre qui est extrêmement brut, encore une fois, et c'est ce que j'apprécie chez l'auteur. On laisse pas dans toutes les mains, parce que c'est un titre qui est très violent, hein, faut dire ce qui est sur celui-là. Pareil, j'apprécie beaucoup, ouais, moi j'aime beaucoup son travail à Takahashi. Et là, Blue Haven, c'est le cliché du... On est en croisière de luxe, de super luxe, on va récupérer un passager à bord qui venait d'un bateau qui était échoué à première vue. Le passager, il a du mal à se réveiller. Il y a un deuxième passager qui a été récupéré qui est en état de choc. Et le deuxième passager dit non mais lui il faut pas le prendre, il va tous nous tuer. Alors tout le monde lui dit non, vous êtes en état de choc, vous inquiétez pas, on vous a sauvé, etc., etc. Et on a le truc que, bah, en fait, ils ont récupéré deux passagers clandestins, dont un des deux qui est littéralement une sorte de monstre. Mais vraiment, elle a deux doigts d'être inhumain, hein. Mais dans le sens, juste un, un humain qui est complètement insensible et qui a tué l'entièreté de l'équipage dans le bateau précédent où il était, qui était composé de pêcheurs en plus. Et il y a il y a du sang partout, on sait pas ce qui s'est passé. Ils vont enquêter un petit peu le personnel à bord. Faut pas que ça fasse de roue parce qu'on est quand même dans une croisière de luxe, attention, faut pas oublier. Sauf que le mec qui a été récupéré, il commence à aller buter les passagers littéralement pour aller essayer de continuer son pèlerinage de violence, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un défouloir. Ce titre, c'est vraiment de la violence à l'état pur, où on va avoir quelqu'un qui va essayer de tuer 100 fois du lois, et surtout sans raison apparente. En fait, c'est surtout ça, sans raison apparente. Évidemment, on va se rendre compte que la croisière, elle est contrôlée par un mec qui est à bord, qui est richissime, mais qui est surtout un adepte de violence également. Ça va partir en bain de sang, je vous le dis tout de suite, avec de la cruauté, avec surtout des moments vraiment hyper cruels, quoi. Où les passagers sont là uniquement pour servir de défouloir. Voilà, faut dire ce qui est. Très très poignant comme titre, très puissant. Voilà, ça a l'air fou. C'est chouette. C'est un titre qui a des lacunes, hein, je le dis tout de suite. Il a des trucs, c'est un énorme défouloir, mais c'est un titre qui a des lacunes. Par contre, il a une ambiance enfin vraiment, il a une ambiance folle. C'est du Tsutomu Takahashi. Si vous aimez cet auteur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous aurez votre compte de toute manière. C'est terminé en 3 tomes en plus, donc on s'embarque sur une série qui se termine bien en plus. Enfin, je m'entends quand je dis bien, mais qui se termine proprement. Voilà. Et je vous encourage à redécouvrir son travail si vous avez l'occasion. Voilà. Ça fait toujours plaisir de lire du Tsutomu Takahashi. C'est clairement pas son meilleur titre à mes yeux. Moi, je reste vraiment un énorme fan de Soul Keeper et de Sky High. Après, ça reste quand même un titre de son travail. Ça reste une part de son travail qu'il a effectué dans le passé.
et qui est giga chouette, quoi. Donc si vous voulez découvrir et redécouvrir son travail, bah, n'hésitez pas à franchir le pas avec Blue Heaven, qui est très cool, voilà, qui est vraiment très très cool. Et voici qui conclut, pour ma part, mes lectures récentes. Donc, qui se sont composées de Helena and Mr. Wolf aux éditions Mao en 2 tomes terminés. Mabui, l'âme d'Okinawa, One Shot aux éditions du Lézard Noir, et d'ailleurs qui va se faire rééditer, du coup, on l'a vu tout à l'heure, au 28 avril. Non, en avril pour 28 €, voilà, avec l'autre titre en duo. Je vous ai parlé également de Nikuko du port de pêche aux éditions du Renard Doré, terminé en 2 tomes, et on a conclu la soirée avec Blue Heaven, terminé en 3 tomes aux éditions Panini. Sur ce, passez une excellente fin de week-end. Merci d'avoir été présent, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles lectures.